Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Dice Story. Je suis le professeur Kaifer et je suis avec le monsieur Manitou. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Et nous sommes avec deux autres personnes, parce que A4 c'est toujours mieux. Nous accueillons aujourd'hui Fred et Robin. Je sais pas si vous avez des pseudos d'ailleurs, plutôt sur les internets mondiales. Non, je crois Non. qu'on évolue chacun sous nos vrais noms Mm. du vrai monde. Oui, Il y a des chances que vos familles du coup vous voient sur cette vidéo et découvrent que vous faites du jeu de rôle, donc je suis désolé pour la réputation que vous allez avoir. Véritablement. Donc voilà, ce sont deux joyeux lurons qui nous viennent de chez Agathe, Studio Agathe, qui viennent nous parler aujourd'hui de Vampire, Requiem et de la précommande qui va arriver pour 2 suppléments. Mais avant de parler de Vampire, on va parler un petit peu de vous rapidement pour vous présenter. Fred, est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît, nous parler un petit peu de toi et de ton travail? Ouais, très volontiers. Donc Fred Meurin, je bosse notamment chez le studio Agathe. Au studio Agathe, comment on dit Agathe. Donc j'assure des postes. Moi, je suis Agathe, voilà. Agathe the Power. Voilà, celle-là elle est faite, on peut s'en passer, merci. Ok, merci pour le Non, je bosse sur des Voilà, c'est ça. Sur des missions de relecture, d'écriture, donc rédaction de scénario, de suppléments, et puis aussi de la coordination éditoriale sur des gammes. Voilà pour mes activités. impeccable. Et Et du coup, Robin, du coup, ouais. voilà. Et ben moi, je travaille avec le studio Agathe depuis quelques temps en tant que coordinateur de gamme donc, pour les Chroniques des Ténèbres et aussi en tant qu'auteur. J'ai eu la chance d'être invité sur Vermine et puis sur Les Ombres d'Estérène. Et à côté de ça, je travaille aussi pour une autre maison d'édition qui est Arcane Asylum Publishing, où je travaille en tant que relecteur, auteur et puis responsable de gamme sur, sur des jeux, notamment des jeux à licence qui nous viennent de la Suède et les jeux Trialigan. D'accord. Tu t'as le droit de dire des noms, t'inquiète Quel ça pas. peut être Très bien, mais j'ai la chance et le plaisir de bosser sur la gamme Tales from the Loop et Things from the Flood, Mutant Année Zero et puis Alien aussi. Voilà. Ah. Ah, Attends, Ah. Des si on projets parle de récents. nos activités à côté, on n'a pas fini. N'entrez pas dans une concurrence, tout va bien se passer. Très bien. Faites tous du Très pareil. Non, effectivement, Mm. à côté de ça, il y a aussi de mon côté, je bosse aussi sur Tiny, Mhm. chez JDR Edition. J'ai Oui. bossé sur le prochain supplément de la gamme Orest chez Eldercraft. Oui. Et puis aussi sur le jeu de rôle Valérian qui devrait plus trop tarder à sortir. Chez Leto. troisième, ouais. Donc oui. on est des hommes à multiples casquettes. Ouais, je savais pas du tout, oui. Bah non, moi non vous plus. travaillez chez d'autres, d'autres Effectivement, éditeurs. ouais. C'est bien ça. Je savais même pas que ça se faisait en fait. Enfin, si que des auteurs travaillent chez d'autres éditeurs, bien sûr, mais même que des cordeaux de gamme puissent travailler comme ça, puissent travailler chez d'autres éditeurs, c'est assez intéressant, quoi. Ça dépend des statuts aussi. Mhm. Je travaille en freelance pour cette activité, donc effectivement, ça permet une latitude et une liberté dans les clients avec lesquels on travaille. Donc, il y a effectivement. Je sais que chez Voilà. Arcane, ils aiment Ça bien implique. ça, faire appel aux freelance. Ouais, ils C'est- sont, pour le coup, ils s'entourent de freelance et des gens Mm. vraiment exceptionnels, notamment du côté de la traduction, où ils ont des traducteurs incroyables. Après, c'est une réalité de beaucoup de studios. Finalement, il y a assez peu de salariés dans le monde du jeu de rôle. Il y a beaucoup de freelance qui travaillent à droite, à gauche, déjà pour avoir suffisamment de carnet de commandes et puis pour s'ouvrir l'imaginaire et plein d'horizons. C'est une réalité pour beaucoup de gens. Après, ça nous oblige évidemment à une certaine confidentialité sur ce qu'on peut savoir De bien cloisonner, d'une gamme à une autre. On bien sûr. évite de Mais c'est ça qu'on de veut, nous. divulguer c'est des ça. secrets de l'un chez les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est les Mais ça, ragots, on c'est va le vous faire des drama. spoilers, on va vous faire des Mais spoilers. vous payez mais, combien? C'est ça la question. Je pense Ah. qu'avec la soirée qui va avancer, la fatigue Oui. qui va venir, il y a quelques trucs qui vont être lâchés à mon avis. Je suis sûr, ouais. On va faire en sorte que. On vous dira qu'on coupe en montage et puis on coupera pas. Ce genre de trucs, Évidemment. voilà.
évidemment. Et quand vous écrivez, vous écrivez du scénario, vous écrivez du contenu pour les gammes sur lesquelles vous travaillez. Alors sur Vermine, Robin et moi, on a écrit du contenu. Mhm. On a bossé tous les deux sur le livre univers. Ça. Il y a normalement un scénario qui se profile sur Vermine pour moi. Sur Tiny, j'ai bossé aussi bien sur du scénario que sur du background. Et sur sur le développement de gamme. Voilà, c'est très varié. Je te laisse compléter, Robin. Mhm. Ouais, ça dépend vraiment des profils. Moi, j'écris plutôt de l'univers et de la campagne. Je suis vraiment à l'aise dans l'écriture de scénarios et puis j'aime bien un petit peu développer des univers, raconter des histoires. Mhm. Je me frotte depuis quelque temps à l'écriture de systèmes, qui est un autre univers, une autre Mhm. dimension. J'y vais à tâtons, c'est très intéressant, très formateur, mais on ne soupçonne pas les difficultés que ça peut représenter, en tout cas. Et puis c'est un sujet très épineux, parce que t'arriveras Oui, jamais à contenter tout le monde. oui, c'est ça. Et puis, il y a une grande diversité de public dans le jeu de rôle, entre ceux qui Mm. sont là pour le narratif, d'autres qui sont des optimisateurs et qui veulent quelque chose où ils se cassent les dents, où ils peuvent optimiser. Donc, effectivement, c'est difficile de créer un contenu qui s'adresse à tous les publics et puis peut englober toutes ces envies, quoi. Moi, si je peux te donner un conseil, c'est tu prends Cthulhu et tu adaptes en fait. Ouais, j'ai entendu ça. Hein? C'est une Allez, bonne idée. bingo, Merci. numéro 2, Yes. merci. C'est bon? Et du coup, t'es à 100% dans le JDR, du coup, Fred. Et Robin, toi aussi, t'es 100% Ouais. JDR? Non, moi j'ai un boulot salarié le jour et puis la nuit je travaille dans l'édition. On fait des heures. Hein. Ouais, ça en fait des heures. Hein. Oui, mais c'est une gymnastique intéressante. C'est des hygiènes Oui, de et puis travail différentes et quand on aime puis ce qu'on fait, c'est pas vraiment du boulot. Hein. Vous faites ça oui, par passion tous les oui, deux. c'est ce qu'on dit, oui. Ouais, c'est ça, Mais ouais, c'est c'est bien entendu. vrai que c'est Les- quand même un milieu, mais l'édition tout court, c'est un milieu assez opaque. Mm. Quand on feuillette le livre, etc., il y a le plaisir direct, mais on soupçonne pas tous les intervenants et puis la chaîne du livre derrière, toutes Mm. les heures de Parce C'est travail. que ça, la fameuse chaîne du livre. le consommateur lambda que je suis, par exemple, hein, quand je pledge sur un truc, moi, mon seul truc, c'est de râler sur la date, forcément. Mais on Vous sait avez bien pas, en raison. fait, voilà, on sait pas forcément tous les trucs qu'il y a derrière, comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que le fait d'en parler un petit peu comme ça pourrait permettre à des gens comme moi, en fait, de mieux comprendre, en fait, les embûches ou les différents problèmes qu'il peut y avoir, justement, au cours d'un développement de jeu, quoi. Mm. Tout ce qui peut mal tourner, quoi, finalement. Il y a plein de trucs qui peuvent mal. C'est ça. Mmh. Ok, intéressant. Bah, c'est la loi de l'emmerdement maximum, elle est infinie, quoi, par définition. Tout peut toujours mal tourner dans des C'est ça. proportions immenses. Après, il y a un socle commun qui existe et qu'on retrouve, je pense, assez systématiquement. Il faudrait qu'on compare nos expériences, Robin, mais ouais, je pense que là, en plus, c'est intéressant. C'est la fameuse malédiction chinoise ou japonaise, je ne sais plus, qui dit puissiez-vous vivre des temps intéressants. Là, avec la crise du Covid, on vit des temps très intéressants C'est formateur. où, Hein. où effectivement, ouais, c'est très formateur. Le secteur est en train de se réinventer pour voir ouais, comment refonctionner, parce que là, les conventions ont été interrompues pendant 1 an et demi, les boutiques ont fermé pendant une bonne partie de l'année aussi. Donc tout ce qui était jeu organisé, tout le jeu en club, qui fait vivre le loisir, a été sérieusement malmené. On a vu l'explosion de tout ce qui est VTT, donc les virtual tabletop, les let's roll, et bien sûr j'en ai plus d'autres qui me viennent à l'esprit, quoi, mais voilà, tout Sur ça lesquels, a mine de changé. rien, Ouais, sur voilà, lesquels, mine merci. de rien, Agathe n'a pas hésité à répondre présent. Hein. Je pense notamment à la fiche Roll20 pour Vermine, qui est arrivée quand même assez vite et qui est vachement bien foutue sur Roll20. Ben, merci. Ouais, non, c'était vraiment très cool de jouer avec. Donc après, oui, effectivement, il y a eu des problèmes au niveau présentiel, mais ça a permis justement de développer tout cet aspect virtuel qui
enfin, malgré l'époque actuelle, avait quand même déjà pas mal de consommateurs sur l'instant, quoi, hein. Par exemple, nous, on y jouait Mhm. déjà, en fait, à tout ça en virtuel, et c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais le fait qu'il y ait eu cette crise sanitaire, à nous, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus d'outils, beaucoup plus d'éléments pour profiter de notre passion en virtuel, en fait. Donc c'est un mal pour un bien, on peut dire, dans notre cas. De ce Mm. côté-là, ouais. Dans notre cas, ouais. Ça a forcé un peu les éditeurs à s'intéresser du coup à ce domaine-là, Mm. qui est pas meilleur ou moins bien que le jeu Non, sur c'est table, qui est différent. juste différent, voilà. Eh ben, si on parlait du coup de Vampire, du coup, Vampire, on sait que il y a eu quand même beaucoup d'ouvrages avec le Monde des Ténèbres, il y a eu plusieurs versions et tout ça. Donc là, ce soir, on va parler de Vampire Requiem, qui est la seconde édition, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Alors, à titre personnel, Vampire, je connais deux noms, mais c'est vrai que c'est un univers que j'ai toujours trouvé très, euh, Difficile comment d'accès? dirais-je? Pas difficile d'accès, mais Intimidant? intimidant. Mhm. Intimidant dans le sens où il y a énormément quand même il y a un lore monstrueux dessus, il y a quand même beaucoup d'informations et tout ça, et c'est vrai que c'est le genre de jeu vers lequel je ne me dirigerai pas spontanément en tant qu'MJ. Par contre, en joueur, sans problème. Mais en tant qu'MJ, c'est vrai que c'est un truc qui m'intimide un petit peu. Donc du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment on pitch un peu le jeu justement à un débutant, comment le présenter en fait de façon assez succincte pour lui donner envie, quoi. Je vais faire un premier point et puis ensuite, Robin, je te laisserai présenter Requiem. En fait, la confusion que tu exprimes là, Mhm. c'est parce que chez l'éditeur américain White Wolf, Mhm. il y a eu deux jeux qui s'appelaient Vampire quelque chose. En 1991, il y a un jeu qui sort qui s'appelle Vampire la Mascarade, qui démarre très bien parce que la figure du vampire à l'époque est très à la mode. Et donc, on part sur quasiment un peu moins de 20 ans, 15 ans de publication effrénée. À partir de 95, c'est quasiment un supplément par mois qui sort pour Vampire la Mascarade, qui connaît une Mhm. première, une deuxième et une troisième édition. Et en 2004, ce rythme effréné a fait que ce jeu à storyline a sorti énormément de suppléments qui se contredisent peut-être au fur et à mesure parce que voilà, parce que c'est un jeu à storyline, donc ce qui était vrai à un moment ne l'est plus à un autre. Parce qu'un supplément par mois, la coordination éditoriale, elle a été très compliquée à assurer. Donc, pas forcément une coordination entre les auteurs. Et en 2004, ce jeu à storyline arrive à la fin de sa storyline. Et White Wolf dit bah, on va faire la GN, c'est-à-dire l'apocalypse vampire. Et on appuie sur le bouton reset. Et ils sortent en 2004 un jeu qui s'appelle Vampire le Requiem, qui est un reboot complet. C'est-à-dire, on fait un monde avec des vampires, un monde très proche de notre monde contemporain, mais qui a plus rien à voir avec tous les autres bouquins qu'on a sortis de 1991 à 2004. Ça a fait plaisir aux nouveaux joueurs qui voulaient aborder ce monde, qui ne voulaient pas ingurgiter, comme tu viens de le dire, les 12 millions de suppléments. Ça a déçu ceux qui avaient les 12 millions de suppléments et qui se disaient bah ouais mais moi je dois tout béner. Ah donc voilà, encore une fois la difficulté de satisfaire tout le monde. Donc il y a deux jeux, un qui est Vampire la Mascarade, qui existe encore aujourd'hui, parce que malgré l'apocalypse et la fin du monde, bah, ils ont survécu. Et ça c'est édité en France par justement Arcane Asylum. Mhm. Et au studio Agathe, on a pris le parti de traduire Vampire le Requiem, deuxième édition, qui donc se reboot avec un univers beaucoup plus condensé. Et là, Robin, je te laisse la parole. Ouais, c'était intéressant ce qui a été dit sur le fait que Vampire était un jeu intimidant et je trouve que c'est Mm. assez intéressant d'analyser ça dans le sens où Vampire le Requiem, c'est un jeu qui est probablement moins intimidant que son aîné. Et c'est très intéressant parce qu'on a encore naturellement, on sent que Vampire la Mascarade, qui est une gamme avec qui est tentaculaire, hein, qui a créé un lore qui s'étend sur des millénaires, donc il y a vraiment quelque chose de très riche. Mais même si Vampire le Requiem est désolidarisé de ça, Vampire la Mascarade continue de phagocyter un peu l'image du Requiem. Donc c'est vrai que la Mascarade, c'est un jeu qui est un peu impressionnant parce que
c'est très dense. Dès qu'on met le pied dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser, à connaître pour pouvoir évoluer à peu près librement dans ce monde-là. Alors que le Requiem, à côté, a fait un parti pris complètement différent, qui est tout ce qui est un petit peu la pesanteur de l'histoire, avec des figures très incarnées qui dominent, qui sont voilà, des antédiluviens, des vampires très puissants qui sont là depuis toujours. Ça n'existe quasiment pas dans le Requiem. C'est vraiment un monde qui est assez vierge, qu'on met entre les mains du joueur, avec cette proposition qui est, voilà plus ou moins les grands axes, mais ce monde, c'est le vôtre. Vous allez pouvoir y apporter ce que vous voulez. Et puis surtout, une des différences avec la mascarade, c'est que on réduit un peu le prisme à quelque chose de beaucoup plus focalisé sur l'individu. On parle d'horreur personnelle, c'est vraiment le propos de Requiem se concentre vraiment sur l'individu, sur son rapport à cette malédiction, comment est-ce qu'il évolue dans la société de la nuit, comment est-ce qu'il fait face à ce caractère monstrueux et puis cet alter ego qu'il a du mal à comprendre, à maîtriser, quel est son rapport à son humanité perdue, est-ce qu'il essaye justement de s'en rapprocher, etc. Donc c'est une version qui est beaucoup plus intime et intimiste et plus tourmentée que ce qu'était la mascarade avant et surtout qui est, alors moi je dis ça, je suis un très grand fan de la mascarade. À la base, je suis plus, team mascarade que Requiem et comme beaucoup de joueurs, j'ai un petit peu, renâclé, quand le Requiem est arrivé en me disant: C'est pas mon jeu, les personnages que j'ai appris à adorer, à détester, à aimer pendant toutes les années, ils ont disparu. C'est un terrain de jeu que je ne connais pas. Donc j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais quand j'ai franchi le pas, j'ai vraiment été séduit par la proposition et c'est un jeu qui est pas velu, qui n'est pas rebutant et qui est vraiment, d'une intelligence et surtout d'une sincérité et d'une envie vis-à-vis des joueurs qui est assez rare dans le monde du jeu. Vraiment on va vous tracer les linéaments d'un monde et puis après c'est à vous d'y aller, de composer votre chronique, d'y apporter un peu ce que vous voulez et surtout le personnage principal, l'histoire principale, c'est vous. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à montrer que il faut vraiment franchir le pas. Je sais que Requiem, il est encore bien souvent, pas uniquement en France, ça m'est présenté dans l'ombre de son aîné, mais c'est vraiment un jeu qui a su conquérir son public, qui a développé sa propre identité, et on le voit bien au travers des suppléments qui arrivent aujourd'hui. Il y a une âme, vraiment une carnation que la mascarade n'a pas. D'accord. Moi, je me rappelle en boutique, Ouais. je l'avais vu une fois, Mascarade. Je l'avais feuilleté et c'est pas que ça me donnait pas envie, c'est que c'était, voilà, intimidant. Surtout qu'après, j'ai commencé à me renseigner avec, divers sites et tout ça et je me suis dit: «Putain, il y a les vampires, il y a les loups-garous, il y a les fantômes, il y a les mages, il y a les machins» et je fais: «Mais en fait, et ils sont où les humains là-dedans?» Je me suis dit: «Il y a des Ils vrais sont gens ou bouffés, pas dans non? ce jeu?» Tu sais? Ouais, ils se Oui. font bouffer, c'est juste un Ah 4 oui. heures, quoi. Et du coup, la question que je me pose, c'est Requiem dans tout ça, est-ce qu'il reste compatible avec tous les autres jeux, genre Loup-garou, etc. Ou c'est vraiment un truc à part, un petit peu dans son coin? Ils ont fait, White Wolf a fait un truc qui est très, très bizarre finalement, c'est ils ont vraiment rebooté. Alors ils avaient le monde des ténèbres avec Mascarade, Mhm. avec Werewolf, donc Loup-garou, l'Apocalypse, etc., Mage l'Ascension, etc. Ils ont arrêté tous ces jeux-là pendant un temps. Et en 2004, ils ont progressivement lancé les Chroniques des Ténèbres, en commençant par Vampire, parce que c'était leur fer de lance. Et au fur et à mesure, ils ont décliné comme ça. Donc tout n'a pas été traduit en français. Le studio Agathe a traduit Démon, donc Vampire, le Requiem et Démon, la damnation. Voilà. Qui sont pareil, deux jeux dans le même univers, avec des créatures surnaturelles qui peuvent se rencontrer ou pas du tout. Et dans cette même gamme, aux États-Unis, il existe pareil les loups-garous, les les changelins, les mages. mages, les humains, justement, les changelins aussi, ouais. Mhm. Et, mais voilà, après, il y a le côté dans cette gamme Chronique des Ténèbres, dans lesquelles donc, il y a Démon, la damnation et Vampire, le Requiem, il y a vraiment un côté bac à sable. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir oui, la menace biblique qu'on avait très forte dans Requiem, tout était inscrit sous le sceau de la Bible, quoi. C'était assez drôle, c'était un jeu très américain pour ça. Vampire le Requiem s'intéresse vraiment plus à
ton pire ennemi avant tout, c'est toi. C'est D'accord. pas le grand méchant qui est là depuis 2000 ans et Mhm. qui rêve de te bouffer à un moment. Non, c'est toi. C'est comment tu vas réussir à résister à ta bête intérieure. Est-ce que tu vas réussir à rester humain? Est-ce que tu as envie? Euh, Comment t'occupe l'immortalité? Parce que, comme disait l'autre, l'immortalité vers la fin, c'est long. Donc voilà, ça pose toutes ces questions-là. Et puis, bah, c'était un peu la lettre d'intention de la mascarade au départ, hein, qui était très inspirée des écrits d'Anne Rice, Mhm. de tous ces bouquins avec des personnes qui se disent bon, d'accord, je suis immortel, c'est super. Je suis immortel, c'est l'enfer. Voilà, c'est vraiment, on travaille sur le thème de l'immortalité qui a été exploré par plein de figures de la pop culture, hein, du Mm. vampire justement, à Doctor Who finalement. C'est comment fait un immortel pour survivre, quoi. Mhm. Pour l'instant, chez Agathe, parce que là, on va parler d'une précommande sur des suppléments. Donc, ça veut dire que s'il y a supplément, c'est qu'il y a quand Yes. même le livre de base à la base. Il y a déjà un premier financement. Donc, où en est la gamme actuellement chez Agathe? Qu'est-ce que vous avez de sorti dans cet univers Requiem pour l'instant? Pour l'instant, il y a 4 ouvrages qui sont déjà sortis. Donc, il y a le livre de base deuxième édition dont on a parlé. Deuxième édition, pourquoi? Parce qu'il y a du contenu supplémentaire, à savoir que la gamme des Chroniques des Ténèbres, c'est un peu une gamme qu'on pourrait appeler pissenlit, dans le sens où il y a un ouvrage central qui Mhm. est le Manuel des Chroniques des Ténèbres, qui n'a pas été traduit en français, mais grosso modo qui compulse les règles nécessaires au jeu. Et tout autour, ils ont déployé la corolle D'accord. de suppléments dont on parlait, donc à chaque fois avec un personnage central, que ce soit le vampire, le loup-garou, le changelin, ce genre de choses. La deuxième édition dont on parle, elle intègre déjà ces règles, donc c'est plus prête à jouer, et puis il y a un peu de contenu supplémentaire. Donc, effectivement, il y a ce livre de base qui existe en français, et il est accompagné pour l'instant de 3 suppléments, que sont Récolte la tempête, qui est grosso modo un ouvrage, un petit peu un, un ouvrage d'initiation pour se plonger dans Vampire, avec un abrégé des règles et un petit scénario pour s'initier. On a un millénaire de nuit, donc qui traite de ces très vieux vampires qui peuvent parcourir le monde, à savoir que bien souvent dans Vampire le Requiem, on joue des vampires jeunes qui commencent à arpenter la société de la nuit. Et enfin, le troisième ouvrage, c'est Le secret des ligues. Les ligues, on n'en a peut-être pas encore parlé, mais c'est des regroupements de politiques de vampires, Mhm. voilà, qui sont mus par des intérêts, un credo et surtout une vision du monde qui va un petit peu les distinguer de leur paraître, pardon. Et voilà, donc le secret des ligues, ça développe ces grandes congrégations de vampires. Mhm. Et les 2 ouvrages dont on va parler un peu plus longuement qui arrivent, donc c'est le Guide de la nuit, qui est un ouvrage qui se destine avant tout aux maîtres de jeu, mais qui est très, très généreux en contenu et qui va permettre un petit peu de panacher et de diversifier les chroniques des joueurs. Et enfin, on a Semi-damné, qui lui se focalise un petit peu sur les laissés pour compte et des franges un petit peu en marge de la population vampirique, que sont donc les revenants, les ghouls et les vampires. On parlera un peu justement après. D'accord. Ok. Et c'est du contenu qui est que de la traduction pour l'instant, ou il y a quand même du contenu qui a été donné dans ces livres-là, qui est un petit peu français, qui est original dans ces 5 ouvrages-là, 6 ouvrages du coup. Alors, pour le coup, c'est une distinction qui est intéressante à faire dans la création et surtout une adaptation donc d'une licence. Mhm. Il y a certaines licences, notamment, c'est le cas ici. La plupart de ces licences, quand il y a une traduction, dans le contrat, c'est clairement établi si, heu, il y a une possibilité de faire de la une création originale, donc avec un supplément typiquement français ou des informations qui seraient spécifiques à un endroit. En l'occurrence, Fred, tu pourras confirmer, mais c'est pas le cas pour Vampire le Requiem, donc il y a pas la possibilité de créer du contenu spécifiquement français. Mhm. D'accord. Et c'est... Non, effectivement, on est limité contractuellement à traduire le jeu et à l'offrir au public français, mais malheureusement, on n'a pas. Enfin, c'est vrai sur tous les jeux de la gamme. Euh, tous
tous ceux qui ont récupéré dans leur escarcelle des exemplaires des licences de Onyx-Pass sur les Chroniques des Ténèbres sont bordés à simplement faire une traduction en français. C'est un terreau très intéressant en termes de jeu de rôle et on aurait assez souvent envie de Mhm. créer du contenu spécial pour la France et puis proposer des scénarios parce que c'est naturellement un univers qui est très propice à imaginer des chroniques et les campagnes viennent assez facilement. Et comme dit, contractuellement, on n'a pas la possibilité de le faire. D'accord. Oui, parce que là, du coup, au final, avec tous les suppléments qui sont sortis, il y a aucun supplément, vraiment orienté scénario. C'est beaucoup d'ajouts de contenu ou maître de jeu, mais à part le petit, le petit supplément avec, justement les règles d'initiation assez light et Ouais, le quoi, scénario Jette un qui va classique. avec, à part celui-là, finalement, il y a pas de scénario officiel, actuellement. Hélas, non. Hélas, non. Après, de la manière dont sont construits les livres, il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Donc ça oblige malheureusement le MJ, le conteur, à créer son scénario intégralement. Mais l'idée de départ, il y a vraiment beaucoup d'idées dans les bouquins, aussi bien qui sont là pour aider à construire des personnages. Donc les joueurs vont avoir plein d'éléments pour alimenter leur imaginaire et faire des personnages originaux. Et de l'autre côté, les conteurs vont se dire mais attends, avec ça et ça, plus ça, je peux commencer à faire une histoire rigolote. Donc c'est vrai que, comme le dit Robin, nous quand on bosse sur ces ouvrages, on se dit ah mais on pourrait faire ça. Ah, on n'a pas le droit, on peut pas écrire le scénar. Donc c'est un peu de frustration, mais si nous on l'a en lisant le bouquin, on est à peu près sûr que ça va se produire aussi chez les conteurs qui vont parcourir les bouquins, quoi. Et pour le coup, il y a aussi des moyens détournés. Là, dans le guide de la nuit qui va sortir, effectivement, c'est un ouvrage qui se destine principalement au jeu, mais en fait, il propose 6 environnements pour établir ses chroniques. On en parlera un peu après, mais au-delà d'avoir une description vraiment approfondie de ces univers et de comment les interpréter, il y a vraiment des amorces de scénarios qui sont très marquées. Pour certaines, on donne presque déjà un cadre de jeu. Donc, c'est à chaque fois des tremplins pour une chronique beaucoup plus développée. Et je pense que le guide de la nuit, en tout cas, pourra satisfaire pas mal de personnes qui hésitaient à se lancer dans une chronique, qui avaient peut-être besoin juste un petit peu d'une étincelle ou d'une base de travail. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour. Si j'ai posé la question, c'est parce que justement, nous, par rapport aux personnes avec qui on discute, c'est un sujet qui est assez récurrent. Le fait que, est-ce qu'il y a des scénarios ou quoi? Parce que il y a beaucoup de MJ débutants qui ont envie de se lancer dans certains jeux. Vampire, hein, faut pas se mentir, c'est un univers qui attire, hein, qui plaît, qui est reconnu, qui est réputé, tout ça. Et c'est vrai que le MJ débutant qui a envie voilà, de se lancer sur Vampire, c'est vrai que sans scénario, enfin, j'essaie d'imaginer la personne, ça doit pas être évident de vraiment se lancer en tant que débutant. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est quand même plus réservé à des consommateurs qui ont un peu plus l'habitude du jeu de rôle. Après, est-ce que Requiem, c'est pas difficile de faire un scénario avec, prévu, parce que, vu que c'est beaucoup centré sur les personnages, comme tu peux pas anticiper les personnages des joueurs, c'est peut-être plus difficile à Requiem de prévoir, du coup, des scénarios, peut-être. Bien sûr. Non, c'est très juste. D'accord. Non, je pose la Très question. juste Non, mais c'est très juste comme réflexion et le guide de la nuit enfonce le clou là-dessus. Il y a une introduction. Alors d'habitude, les introductions, c'est chapitre 1, il y aura ça, chapitre 2, il y aura ça. Donc il y a ce passage obligé dans la guide de la nuit. Et derrière, il y a une dizaine de pages sur bon, et alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Alors vous êtes joueur, très bien. Quel est votre vampire idéal? Pour vous, c'est quoi un bon vampire? Qu'est-ce qui fait un vampire intéressant? Avec plein d'idées, de suggestions pour que les joueurs puissent s'imaginer des vampires intéressants. Très bien. Donc chacun a fait sa petite feuille de son côté. Ok, on rassemble tout le monde. Comment ce groupe-là de vampires peut exister? Donc forcément, comme il y a une co-construction du groupe, en face, le conteur, le MJ va construire sa chronique en écoutant
les idées que vont lui donner les joueurs. On dit souvent que les MJ n'ont pas besoin d'inventer un scénario, il suffit d'écouter les bourdes que sont en train de faire les joueurs pour leur créer des péripéties. Ils les apportent sur un plateau. Donc là, c'est sans le côté gag, il y a beaucoup de ça dans Requiem. Sur le côté MJ, écoutez ce que vos joueurs disent, écoutez ce qu'ils ont envie de jouer. Et si vous êtes un peu attentif et que vous bossez un tout petit peu, vous allez voir que ça se construit tout seul et qu'on va vous donner les clés pour que vous puissiez poser les rails de la chronique sur lesquels vous voulez emmener vos joueurs. J'imagine que dans un second temps, justement avec le supplément des ligues, vu que c'est des orientations politiques bien spécifiques selon les ligues, j'imagine que ça aiguille quand même pas mal le scénario, ou enfin du moins la direction que le groupe aurait envie de prendre. Est-ce que justement, parce que je connais pas ce supplément, est-ce que c'est possible d'avoir au sein du même groupe des vampires qui appartiennent à des ligues différentes, ou c'est mieux qu'ils soient tous sur le même Non, rail? c'est tout à fait possible et c'est aussi, ça contribue un petit peu au set de la partie d'avoir D'accord, avec des avis des différents. personnages, voilà, avec des buts et surtout un regard sur le monde complètement différent, pour ne pas dire antagoniste des fois. Je sais que ça, enfin, moi, à ma table, ça crée des interactions géniales. C'est aussi une des grandes forces de Requiem, d'avoir réussi à créer ces grands ensembles qui embrassent la société, qui fédèrent beaucoup d'individus et qui sont très marqués, et qui apportent vraiment. C'est des structures très intéressantes, d'une part par leur analyse et leur credo politique, mais aussi la manière de leur fonctionnement interne. Comment est-ce que les personnes sont recrutées, traitées, évoluent, ou comment elles peuvent être mises au banc de ces ligues-là. Donc, ça peut être intéressant de développer une chronique avec les membres des personnes affiliées à un même groupe, mais je pense que c'est vraiment pour confronter les points de vue et surtout voir que ces antagonismes, ils sont très fertiles en termes de jeu, que ce soit d'un point de vue narratif pour aiguiller le scénario, mais simplement à jouer, c'est toujours un plaisir quoi, d'avoir deux personnages qui peuvent être les meilleurs amis du monde dans la partie, mais simplement leur appartenance fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur tel objectif ou que l'un va devoir assassiner le Sur les protégé de moyens. l'autre. Oui, oui, oui. D'accord. Et C'est un ce qui est jeu, intéressant en plus, c'est que, ouais, juste une dernière vas-y. parenthèse, c'est que Bien sûr. le vampire dans Requiem, il naît dans un clan. Donc il fait partie d'une espèce de vampire. C'est le vampire monstrueux, le vampire social, le vampire noble, dominant. Voilà, il va y avoir différents archétypes comme ça. Et ça, c'est dans sa nature, c'est dans ses gènes vampiriques, si on peut appeler ça comme ça. Et il ne pourra jamais en changer. Par contre, son appartenance à une ligue, c'est son regard sur le monde à un instant T. Donc si aujourd'hui, il estime que les vampires doivent dominer le monde et la société vampirique d'une manière générale, il va naturellement rejoindre l'Invictus. Par contre, si à force de se rendre compte des méthodes de l'Invictus, qui est donc une des ligues de Requiem, s'il se rend compte que les méthodes de l'Invictus sont vraiment dégueulasses et que c'est pas bien, il aime pas ça et qu'il faudrait changer les choses et que power to the people, il va lentement glisser vers le mouvement cartien, il va changer d'encartement politique, on pourrait dire. Et ça c'est très mouvant, donc c'est intéressant aussi parce que ça va pouvoir refléter au-delà on va prendre des gros mots, d'une classe de personnages, on va prendre un regard sur le monde pour dire non mais ton personnage il évolue et c'est pris en compte dans le cadre de jeu. Disons que le personnage, il est libre en termes de choix de ligue, mais beaucoup moins en termes de choix de famille, c'est ça? Puisque la famille, au final, là où il a été... Ligné, tu veux dire ou, On Oui, va prendre ligné, des pardon. exemples de... Ouais, voilà, on va prendre des exemples de nous humains. Tu peux difficilement changer le fait que tu fasses 1m87 pour 85 kg. Tu peux éventuellement te muscler et augmenter tes biceps et donc ton poids. Par contre, c'est des trucs que tu vas avoir du mal à faire changer. Par Michael contre, Jackson, il a réussi. tu peux changer d'affiliation politique parce que... Oui, mais il en est mort. Mais comme dit, Ouais, disons donc voilà, l'appartenance au clan est moins marquée que dans Mascarade. Ouais. Et, D'accord. disons que c'est
Dans Mascarade, c'est la cellule de sociabilité un peu fondamentale pour le vampire et c'est quelque chose d'assez structuré. Il a par exemple, dans Mascarade, il y a ce qu'on appelle le primogène qui va représenter à la cour du prince, le clan ou ce genre de choses. Dans le Requiem, effectivement, le vampire va hériter de certains attributs qui vont être liés à sa lignée et puis, il aura un lien peut-être différent avec les gens, on va dire, de son espèce, entre gros guillemets, mais c'est vraiment, son adhésion ou son rejet de certaines ligues qui va lui donner une personnalité et c'est pour ça que, les ligues dans Requiem, enfin, c'est pas anodin qu'il y ait un supplément qui soit dédié parce Mmh. que ça occupe une importance centrale dans l'expérience de jeu, mais aussi dans la définition du personnage, D'accord. dans sa manière de jouer, d'évoluer et puis c'est, ouais, comme dit, c'est un super terreau de narration et une des vraies réussites de Requiem. D'accord. C'est un jeu qui, pour vous, c'est indispensable de créer le groupe en même temps, tous autour de la table, plus que n'importe quel autre jeu. Pour moi, Tous en non. même temps. Je sais. Ouais. Parce que, J'irai comme pas dit, jusqu'à dire que c'est indispensable. Mm. Vas-y, Romain. comme dit, je pense que c'est très intéressant aussi d'avoir ces allégeances plus ou moins déclarées à ces ligues. Ça peut très bien être secret ou il peut y avoir des agents doubles ou triples qui roulent pour plusieurs ligues à la fois. Et donc c'est intéressant de faire une séance, la séance 1, sans avoir fait une création de personnages commune et chacun apporte un peu à la table ce qu'il veut, après en avoir discuté, bien sûr avec le MJ, mais découvrir, vraiment les filiations et puis les allégeances de chacun avec les loyautés changeantes et puis, tout ce que ça peut faire. Mm. Pour moi, c'est vraiment pas nécessaire de faire une création, collégiale. D'accord. Comme c'est un jeu bac à sable, en fait, de la même manière qu'on peut avoir des personnages issus de. Enfin, appartenant, justement, pas issus. On peut avoir des personnages appartenant à la même ligue, parce qu'ils vont travailler dans le même sens. Ça peut être intéressant d'avoir au contraire des antagonismes, et donc ça va se tirer dans les pattes, mais malgré tout, il y a un but commun qui unit ces personnages ensemble. Tu peux aussi dire, bah voilà, on crée tous en même temps, ou chacun séparément, et puis c'est le compteur qui rassemble tout ça et qui fait le cocktail dans son coin, pour ensuite le resservir évidemment aux joueurs. Bah là, en fait, on vient de dire 4 propositions de jeux différentes qui fonctionnent et qui vont raconter des histoires totalement différentes, mais où chacun va pouvoir y trouver son plaisir, quoi. C'est ça qui est intéressant. D'accord. On enchaîne du coup, on va parler de la nuit. On va parler de la nuit, messieurs, si vous voulez bien en parler. C'est le guide en tant que non initié, on va utiliser des termes un petit peu vampiriques, le non initié, c'est un guide quand je l'ai feuilleté, qui était vraiment sympa, qui m'a beaucoup plu, même en tant que non joueur hein, et non meneur de vampires. Parce que j'ai trouvé très très sympa ces cadres d'aventure, enfin ces cadres de jeu en fait, finalement. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, pour moi c'était vraiment des cadres. Hein. C'est-à-dire que quand je les ai lus, j'ai trouvé ça très cadré dans le sens où il y avait un contexte, où on était la politique à ce moment-là, où on sont les relations entre les vampires et les humains, où on sont les relations entre les différentes ligues aussi, donc c'était assez fourni. Hein. Puis des cadres très originaux. Hein. Je sais pas si on peut trop spoiler les cadres que vous avez traduits, choisis, Oui, oui, bien sûr. un petit peu. Il y a la science-fiction, du coup, Mm. où les vampires partent dans l'espace, comme hyper original. Il y a C'est ça. il y a de l'Uchronie, où la Révolution française n'a pas eu lieu, en gros, où on a toujours des royautés, finalement. Où du coup, la technologie s'est moins développée. Les réseaux sociaux sont moins développés, c'est intéressant. Qu'est-ce que je me rappelle? Il y a de l'apocalypse. Oui, post-apo. Post-apo, ouais. Même apocalypse, parce qu'on est même en plein dedans, en fait. Et Ouais. c'est hyper intéressant. Donc, à chaque fois, les relations qui changent, et une mainmise des vampires qui change également. Donc, très intéressant. C'est quoi votre regard sur c'est des contextes que vous trouvez faciles à mettre en œuvre, qui s'adressent peut-être à certains meneurs qui ont beaucoup joué et qui ont besoin de neuf. Comment vous avez abordé du coup ces traductions-là, quoi? Ces cadres. Euh, Ah. mais moi, je les trouve très intéressants parce qu'effectivement, il y a une vraie recherche, il y a une originalité dans les contenus.
Moi, je trouve effectivement transposer le cadre de vampire dans des univers ou des époques qui sont complètement différentes, c'était quand même un pari assez osé. Et ils s'en sont vraiment acquittés avec beaucoup de réussite. Je trouve surtout que même si certains voilà, sont liés à des cadres historiques précis qui ont peut-être besoin qu'on développe un petit peu autour, qu'on fasse un point sur le cadre global, l'avancée de la technologie, ce genre de choses. C'est des cadres qui s'imposent assez facilement à l'esprit et les images viennent très rapidement. Moi, effectivement, quand je suis tombé sur le pitch de la société vampirique qui a pris d'assaut les étoiles et qui s'est établie dans le vide de l'espace, ça me semblait complètement dingue. Sauf C'est ça. qu'au final, ça marche super bien. Pour avoir fait une chronique là-dessus, ça fonctionne très bien. Pareil, Tombe la pluie qui reprend tous les Film noir. Hein. voilà tout. Tout de suite, l'ambiance du film noir, on imagine très bien une table de vampires. Les joueurs s'emparent des différents archétypes très facilement. Donc c'est une vraie réussite dans le sens où il y a un dépaysement qui se fait naturellement. Et en même temps, d'instinct, on se retrouve dans ces univers, on a une facilité à les habiter et à se les approprier qui est vraiment agréable. Mhm. Puis en plus, ils ont eu la bonne idée de donner des petites inspirations pour chaque cadre, et des inspirations qui sont quand même très récentes. On va voir par exemple The Expanse pour le cadre étoile, je me rappelle par exemple. Donc finalement, on n'est pas perdu parce qu'on a des références assez récentes, ce genre d'univers. Ouais. Oui, donc clairement. Et puis c'est des références qui sont très graphiques, comme disait Robin. On visualise très vite de quoi on parle. C'est des univers de jeu qui sont presque clichés par l'image qu'on va en avoir, qu'on va s'en faire. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de réussir à se dire « Ah oui, je vois de quoi on parle ». Et c'est vraiment « je vois de quoi on parle » parce que ça va permettre de se l'approprier instantanément. Tombe la pluie, c'est effectivement tout ce qui est le roman noir. Ça va être cette ville hyper pluvieuse et crade, grasse, poisseuse de Seven, par exemple. Comment on fait pour mettre des vampires là-dedans, dans un univers de mafia, finalement et c'est peut-être finalement le cadre le moins original, qui correspondra peut-être le plus à l'image qu'on a de vampires d'ordinaire. Mais là, le trait est vraiment surligné pour aller chercher du côté de Philippe Marlowe, qui est aussi, d'une manière générale, une grosse inspiration de Requiem en général. Mais à côté de ça, voilà, il y a un cadre qui est complètement inhabituel, qui est les guerres nippo-coréennes du XVIe siècle. Alors, si vous avez déjà vu un cadre de jeu comme ça, voilà, on met des vampires en Extrême-Orient dans des guerres entre le Japon et la Corée et la Chine, ouais. 7e Et la Chine, Ouais, c'est les trois empires. Ouais. 1500, je sais plus combien. Et la Chine, ouais, parce que c'est plus on est fou, plus on 1596. s'amuse, quoi. Merci. Donc, Jamais voilà. 203. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je. C'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est des cadres complètement originaux avec une position du vampire aussi qui est très différente de celle des autres cadres. Là pour le coup, on n'en dira pas plus, mais le statut caché du vampire. Oui. Ouais, mais je te rejoins assez, Max. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi le guide de la nuit. J'ai beaucoup aimé Semi d'année, l'autre bouquin. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les suppléments qui permettent de jouer des choses différentes en fait. Et c'est vrai que moi les ghouls, je trouve ça ghoul quoi. Et oui, bon, ça va. Tu peux la noter sur le bingo, celle-là, je tout pense. ça. T'as vu quelle heure il est? Bon. Non, voilà, moi, enfin, j'aime beaucoup voilà, les classes, enfin les classes, les personnages un petit peu qui changent un peu, qui dénotent un petit peu les laissés pour compte, voilà, les trucs un peu qu'on jette, qu'on met de côté. Et par contre, je connaissais pas du tout le troisième, donc il y a les ghouls, les revenants, et le troisième que je ne savais pas Et les comment prononcer. dampires. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça spécial par contre. J'ai trouvé ça assez spécial parce que je connaissais pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous en faire vite un petit résumé pour ceux qui, comme moi, sont complètement ignares? Oui, mais on peut même pas parler des trois rapidement. Ouais.
les ghouls dont on a parlé, c'est les serviteurs, des vampires, donc qui sont infligés d'une fraction de leur pouvoir grâce au travers du sang, de leur maître, qui peuvent boire, et surtout qui, au quotidien, s'occupent un petit peu de toutes les sales besognes qu'un vampire ne peut pas faire de jour, notamment. Donc, c'est un petit peu les exécutants corvéables et la chair à canon des vampires. Ensuite, on a les revenants qui est une population de la société vampirique qui se tient à la césure entre les mondes, dans le sens où ils sont le résultat d'un travail bâclé. Quelque chose s'est mal passé durant le nourrissage d'un vampire, et ils se maintiennent entre la vie et la mort, et surtout ils essaient bien souvent de traquer la personne responsable de leurs nouvelles conditions. Ça en fait des antagonistes assez incroyables en jeu. Les damnés, donc les dampires, ce sont les rejetons donc d'un parent vampire et d'un parent humain. Ça peut arriver, et eux, ils sont tiraillés entre ce double héritage où ils ont encore cette apport de l'humanité qui est plus marqué que chez les vampires, et en même temps, il y a quelque chose qui sourd chez eux, qu'ils ont du mal à comprendre. Donc, ça va être des personnages très tourmentés qui vont papillonner d'un univers à l'autre, ou rejeter les deux en bloc. Et voilà, donc c'est 3 portraits à chaque fois vraiment originaux, qui étaient jusqu'alors assez souvent cantonné à des seconds rôles. Dans Vampire le Requiem, c'est à l'aide du PNJ que tu croisais au détour d'une chronique, qui pourrait te confier quelques informations, ou faire l'objet justement de certaines quêtes. Mais ils étaient rarement mis en pleine lumière ou sur le devant de la scène. Et ce Milanais, justement, eh bien, il leur rend justice, et il propose de les incarner soit en tant qu'antagonistes, soit de pouvoir les personnifier pour les joueurs. Donc ça, c'est vraiment, c'était un manque pour moi, et le Clément s'en acquitte avec brio. Et c'est très drôle parce que moi, les Dampires, je sais que c'est toujours une figure que j'ai trouvée très intrigante, et qui apporte beaucoup dans une chronique. C'est vraiment, dans les galeries de personnages, c'est vraiment très intéressant à utiliser. Et là, il y a tout ce qu'il faut. À chaque fois, c'est quasiment quarantaine, 45 pages Mhm. par D'accord. représentant. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les utiliser et s'en servir dans des chroniques. Ah, j'aime beaucoup, moi, l'idée d'un joueur qui joue vampire et d'un autre joueur qui jouerait sa goule, quoi, son serviteur. Ça peut être super sympa, en fait. Ouais, Ça peut être super sympa. Et, Bah, Ok. ouais, il y a tout le bouquin est riche de propositions de jeux comme ça, avec vous êtes des ghouls, vous avez, comme on a dit juste avant, une fraction du pouvoir d'un vampire, mais vous devez accomplir une mission pour un vampire contre d'autres vampires. Comment vous faites D'accord. Voilà, on vous donne un couteau et il faut aller affronter l'armée en face, quoi. Mhm. On te sort de ta Que vie. comme ça, alors c'est soit pour renouveler le. Ouais, voilà. C'est soit tu renouvelles ton expérience de jeu parce que tu as déjà écumé le Requiem à un moment, soit au contraire tu te dis bah non, je vais démarrer en bas de l'échelle, est-ce que je vais réussir à monter? Parce que beaucoup de ghouls par exemple rêvent de devenir des vampires à part entière, d'autres au contraire se rendent compte qu'ils n'ont pas envie, enfin etc. C'est plein de portraits qui sont brossés, peuvent soit encore une fois faire des accroches de scénario, soit faire des nouveaux personnages, soit non joueurs, soit pour les joueurs. Enfin, c'est vraiment très riche en propositions. J'ai bien aimé l'introduction qui dit que finalement c'est un supplément qui va parler des conséquences des vampires en fait. Mm. Et j'aime beaucoup cette idée que les conséquences sont importantes dans un jeu en fait, que toutes les actions des joueurs et des joueuses vont avoir des conséquences, et que ces conséquences elles vont se jouer en fait. Et c'est assez intéressant ça. Je ouais, suis d'accord. Euh, c'est une porte d'entrée, vous pensez? Oui, vas-y. Honneur à toi. Juste pour enfoncer le pieu, on peut la cocher sur le bingo, celle-là aussi. Le thème des conséquences, c'est quelque chose de complètement central à Requiem. Parce que, ouais, c'est cool, j'ai plein de pouvoirs, je suis immortel, mais pour survivre, je dois tuer des gens ou pas loin. Ou briser des vies. À minima, je dois briser des vies. Donc, les conséquences, tu les portes dans tout le jeu. Et là, c'est, ok, vous avez parlé des conséquences dans le livre de base sur vous allez saigner des gens pour vivre. De temps en temps, vous allez en tuer par accident ou volontairement parce que vous allez craquer.
Et puis des fois, il va se passer autre chose. Et ça, ce autre chose, c'est des conséquences qu'on n'avait pas encore abordées. Mais ça en rajoute sur le côté, oh là là, qu'est-ce que... Mais pourquoi je me suis embarqué dans cette galère d'immortalité? Parce que dans la mécanique du jeu, il y a une mécanique spéciale pour tout ce qui est craquage ou moralité, en fait. Comment ça se passe? C'est-à-dire quand un joueur ou une joueuse va tuer quelqu'un, mécaniquement, il se passe quelque chose sur sa fiche également, en fait? Je vais te laisser parler. Oui, il y a vraiment, c'est une mécanique qui est au cœur du système. Toutes les actions répréhensibles qui se heurtent à l'intégrité, à la moralité du personnage, elles s'accompagnent de jets de dés, elles mettent en péril un petit peu la stabilité psychologique du vampire en l'écartant de ce qu'il était jadis ou en le rapprochant de sa bête, ou à l'inverse, justement en essayant de le reconnecter à cette humanité plus ou moins perdue. Donc ouais, il y a toujours cette, la question de la conséquence et de la répercussion de ces actes, pas uniquement dans concrètement ce que ça donne, mais aussi sur la psyché du personnage, sur son intégrité émotionnelle et psychologique. C'est quelque chose qui est au cœur, donc oui, ça fait partie des mécanismes de Requiem. C'est une porte d'entrée pour vous dans le jeu de commencer directement par des joueurs et des joueuses qui n'ont jamais trop joué à Vampire et qui commenceraient directement par des ghouls et des vampires. C'est une porte d'entrée possible pour vous ou faudrait d'abord commencer par une petite coterie de vampires pour comprendre le jeu avant de jouer un petit peu les semi-damnés? Non, c'est une super porte d'entrée. Ok. Pour le coup, Ouais, carrément. déjà que l'entrée pour un jeune vampire dans la société de la nuit, elle est très compliquée parce que c'est une société qui est assez opaque, qui a ses coutumes vraiment des arcanes peu connus, difficiles à intégrer pour les plus jeunes. C'est déjà très intéressant et c'est le postulat de base de Requiem. Mais là, on est encore à une strate inférieure avec des gens qui n'y comprennent quasiment rien. Tout est verrouillé, les informations sont soit fausses, soit elles ont été détournées, ou les personnages ne sont pas en mesure de les comprendre pleinement. Donc c'est super. Moi, j'ai déjà fait une chronique avec deux joueurs qui étaient des ghouls, donc qui travaillaient pour un vampire assez puissant, mais sans vraiment savoir que c'était un vampire. Euh, Elle faisait des petits boulots plus ou moins ingrats et moralement répréhensibles, mais elles n'avaient aucune conscience de tout l'édifice vampirique qu'il pouvait y avoir derrière. Et je pense qu'effectivement, ce Midané, il a quand même besoin d'avoir le cadre général du Requiem et puis au moins le livre de base, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une superbe introduction à Requiem, en prenant ces espèces ouais, de second rôle ou de personnages mis à la marge qui gravitent en dehors de la société vampirique, qui vont découvrir souvent de manière assez brutale la réalité de ce monde-là. D'accord. C'est le principe classique de narration de je suis un personnage lambda qui mène ma vie, enfin, je mène ma vie de tous les jours et puis tout d'un coup je commence à gratter et je découvre qu'il y a quelque chose derrière les apparences. Alors soit il y a un gars qui vient nous dire tu es un sorcier Harry, soit voilà, on découvre que derrière l'armoire il y a quelque chose, etc., etc. Mais voilà, c'est des gens ordinaires ou quasi qui découvrent que le monde est plus que ce qu'il ne paraissait être. Donc ça marche pour les exemples très connus que je viens de donner. Il y a d'autres, ça peut être ouais, bah, je suis une petite frappe et puis j'ai besoin de ma dose tous les jours. Ouais, bah ouais, en fait, tu sers un vampire, ta dose, c'est du sang surnaturel d'une créature immortelle. Ah bon? Et il y en a beaucoup des comme moi? Ça amène seulement un petit peu de background de lore ou ça amène aussi des atouts mécaniques ou des choses comme ça, ce supplément? Comment ça Il y a s'organise du beaucoup coup? de background et il y a tout ce qu'il faut pour les jouer avec différents atouts et pouvoirs qui peuvent être utilisés par D'accord. ces différentes catégories. Donc effectivement, au-delà de l'intérêt, on va dire, en termes de lore et Mm. d'informations sur l'univers en général, ça dote les joueurs de tout le nécessaire pour pouvoir incarner ces personnages ou les utiliser en tant qu'antagonistes ou auxiliaires des PJ dans leur chronique. Ok. Oui, c'est ça, je vois, il y a il y a environ 120 pages, donc ça fait une quarantaine de pages par nouveau profil, on va dire, Mm. quoi. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Ouais, c'est vrai. Mm.
Ok, ouais, je vois les atouts, effectivement. Ok. Et puis la possibilité pour eux ensuite de devenir plus que ça, quoi. Peut-être. Et puis surtout, Peut-être. ce qui a l'air intéressant, c'est le fait de connecter, on va dire ça, avec, Démon, la damnation, par exemple, donc qui permettrait de jouer, je sais pas si les 2 sont vraiment compatibles. Est-ce qu'on peut, Mm. jouer un coup avec Mm. un coup avec l'autre ou? Alors la transition est très bien jouée. Merci. Par contre, la passerelle entre les univers, elle est peut-être un petit peu moins facile à mettre en place. Mhm. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on a toujours l'idée, c'est des mondes qui sont interconnectés, c'est certain. C'est des sociétés qui cohabitent, qui peuvent avoir des échanges plus ou moins fréquents. Les vampires et les loups-garous, ça va être le cas. Les vampires et les mages aussi. Voilà, c'est assez naturellement de par leur but et puis leur vie au quotidien, c'est des entités qui peuvent être amenées à se rencontrer ou à s'affronter dans des circonstances plus ou moins exceptionnelles. Pour le coup, Démons la damnation, c'est un jeu très particulier dans le sens où les démons, donc les damnés, c'est une frange de la population de cette galerie de personnages un petit peu surnaturels qui vivent vraiment dans la clandestinité. Euh, le but de Démons la damnation, c'est de mener sa guérilla à l'échelle planétaire contre un démiurge qui s'appelle la Machine Dieu, qui était l'ancien maître des démons, mais certains de ses outils, justement, à un moment ont été frappés d'un dysfonctionnement, d'un bug, et ils se sont libérés de la servitude. Ils ont conquis leur libre arbitre, et puis maintenant ils vivent dissimulés à travers au sein de la société humaine. Donc c'est naturellement des créatures qui ne vont pas frayer avec les autres intervenants surnaturels des Chroniques des Ténèbres, parce que ça leur apporte pas grand-chose. Il y a une section dans Démons la damnation qui parle justement de ces interactions avec les différents groupes, mais on sait bien que c'est sans devoir le jouer en vase clos. Démons la damnation, moi je trouve que c'est un jeu qui gagne pas vraiment à être mêlé aux autres D'accord, personnages de la gamme, parce que le propos est déjà très riche et surtout les interactions, elles On n'a pas sont beaucoup de assez choix. peu naturelles, quoi. Mm. d'accord, Mais oui, il y a des rivalités entre les vampires et les démons. C'est développé longuement dans le livre de base, et puis il y a des pistes aussi dans le Requiem. Donc les meneurs peuvent tout à fait faire une passerelle entre les deux univers, mais c'est sûr que c'est pas naturellement, c'est des entités d'accord. qui se rencontrent assez peu. OK. Mm. Ok. Donc du coup, Semi-d'année, on a bien parlé. Du coup, il y a les nouveaux profils et nouvelles expériences de jeu. Guide de la nuit, il y a les Les 4 de jeu? nouveaux cadres de jeu bien développés et on a aussi deux choses dont on n'a pas parlé, je crois. Il y a tout un axe qui est mis sur la coterie, je crois, la création de la coterie, le faire vivre sa coterie et des nouvelles règles, nouvelles mécaniques, je crois, nouveaux atouts, etc. qui sont apportés un petit peu avec ce supplément, c'est ça? Hmm. La création Alors, de il y a coterie. effectivement une partie, Hmm. il y a une partie mécanique dans le guide de la nuit, avec notamment tout un système de rhétorique qui est pour compléter toutes les joutes verbales qui peuvent avoir lieu au sein de la société vampirique. Alors ça vient compléter le roleplay évidemment, hein, c'est intéressant, mais ça lui donne des effets mécaniques en jeu qui vont comment écrire, qui vont rendre lisible les dominations, les états de soumission, les humiliations qu'on peut Voilà. subir. C'est un petit peu, prendre une autre référence, c'est ridicule. Tout d'un coup, on va avoir un cadre technique pour jouer ridicule, sauf que c'est entre des créatures surpuissantes et immortelles, donc c'est encore plus violent que que dans le film. Donc il y a toute cette partie-là. Et il y a effectivement alors deux autres chapitres dans ce livre. Le premier, c'est sur les coteries. Donc les coteries, c'est les groupements de vampires. Donc on a parlé des clans, qui sont les espèces, les ligues, qui sont des regroupements politiques, et puis les coteries, c'est, on pourrait dire, les groupes de potes. Les rassemblements de 3 à 5 vampires qui vont
poursuivre des intérêts communs. Donc pour sortir vous êtes une table de joueurs et donc vous êtes une coterie, point. Ce chapitre explore qu'est-ce qui va créer les liens d'une coterie et jusqu'où ça peut aller à la non-vie, à la mort ultime. Donc tout ce chapitre travaille là-dessus. Alors c'est intéressant aussi bien pour les joueurs parce que ça va enrichir une éventuelle co-construction. Ça va enrichir aussi la construction de rivalité. Dire bah oui, il est pas de ma ligue, rien, mais quand même je travaille avec lui parce que X raisons, qui sont avec plein de propositions dans ce chapitre. Et puis ça va être évidemment intéressant pour les meneurs qui vont trouver là plein d'idées pour souder leur groupe de joueurs et puis aussi pour mettre en face d'autres coteries, des coteries de PNJ et en faire plus que vous croisez 3 vampires, ils sont pas contents, ils vous aiment pas, ils vous tapent dessus. L'idée étant d'avoir des histoires très riches, des relations très complexes. Ce chapitre va être là pour rajouter une granularité à tout ce niveau de narration. Et on a un chapitre effectivement dans le guide de la nuit qui est lui plus consacré aux ligues. D'accord. Transition. Passe. Passe à Robin. J'ai tenté la passe, Robin. Ouais. Tu n'as pas saisi. Non, pardon, j'étais charmé par ta voix, est-ce que tu dis? Tu lui fais de l'ASMR, beau. là. Tu veux rajouter quelque chose, Romain, du coup, là-dessus, sur les chapitres, sur la proposition que ça apporte? Non, c'est très juste aussi que, comme dit le guide de la nuit, c'est un ouvrage qui est principalement à destination des meneurs. Il y a beaucoup de conseils qui sont confiés sur comment créer sa chronique et apporter un petit peu de densité, étoffer le propos. Donc c'est, disons, un ouvrage qui peut être lu par beaucoup de monde, mais qu'on réservera avant tout à ceux qui vont diriger et écrire les chroniques. D'accord. Il y a des extraits à donner aux joueurs, pas le lâcher entre les mains intégralement. C'est dommage. Et ce mid-année, par contre, on peut le donner aux joueurs et joueuses sans problème. Il n'y a pas de petits secrets révélés dedans. Enfin, ça va ou il faut quand même faire attention quand on est compteur? Moi, je pense qu'il y a toujours des petits secrets dans les trucs que t'as pas envie que tes joueurs ils sachent. Je pense. Après, je suppose que, vu que c'est de nouveaux styles de personnages, je pense qu'il doit pas y avoir non plus de gros spoilers, pour les joueurs, hein. Ou je me trompe? Là, j'essaye de tirer les vers du nez, là. Non, je pense il y a effectivement des choses qui sont dites et qui peuvent, enfin, qui approfondissent l'univers et qui recèlent certains secrets, mais ça me semble pas problématique que les joueurs en soient conscients et s'en emparent parce que ça apporte vraiment une densité, une profondeur aux personnages qui seront amenés à jouer. Donc non, je pense que pour le coup, Semi d'année, c'est vraiment un ouvrage qui peut être lu par tout le monde. OK. Et tant qu'on en est à essayer de tirer un peu les vers du nez, est-ce que vous avez déjà des idées sur la suite d'une gamme? Est-ce qu'il y a déjà des petits bruits, ou pour l'instant? On le répétera pas, bien sûr, hein, ça reste Non, entre non, nous. c'est pas enregistré, hein. Ça ne sortira pas d'Internet. C'est ça, Ça promis. pourrait mal se passer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, on va être très sincère avec vous, on ne va rien vous dire. Tout simplement parce que là, on est studio, Agathe est en train de finaliser la grande phase 1 de son existence. On est en train de finaliser, d'un point de vue logistique, plein de projets. Donc aussi bien du côté de Dragon que du côté des Ombres d'Estérène, de Septième Mer, et donc de vampires et de démons. Donc on est en train de clore ce très gros chapitre qui va avoir des suites dont on parlera quand on aura clos le chapitre parce qu'on ne veut pas partir sur des annonces à droite et à gauche. Il y a des choses dont on parle déjà un petit peu. Mais voilà, il va y avoir une suite à Dragon, ça je pense que tout le monde s'en doute. Sur les autres gammes, au moment, je dis rien parce que voilà, Oui, beaucoup de facteurs et on a envie de se poser aussi un moment pour être à plat sur le truc. Parce que Requiem en VO,
il y a d'autres ouvrages déjà qui sont sortis et qui sont intéressants. Je dis ça comme ça, je pose la question innocemment. Oui, oui, il y a des choses intéressantes et D'accord. susceptibles Ok, d'arriver sur le marché français. d'accord. Très bien. Ok. Bah, du coup, puisqu'on parle de ça, on va parler de ce qui nous intéresse actuellement, puisque c'est d'actualité, la précommande. Parce que Yes. au moment où cette vidéo va sortir, je pense qu'on sera à peu près en plein dedans. Alors du coup, la question c'est bah, pourquoi une précommande et pas un financement participatif? Alors la précommande, elle a lieu du 5 au 19 juillet sur Ulule. Je m'avance peut-être, je pense pas trop qu'il y aura le lien dans les commentaires, dans la description de la vidéo, comme on Oui, dit. bien sûr. Oui, bien sûr, on mettra. J'espère en tout cas. On mettra même un petit cœur à côté. Pourquoi une précommande pour répondre? Oh, c'est chouchou. Euh, Pourquoi une précommande? Parce qu'en fait, les livres sont prêts. Les livres sont prêts dans le sens où ils sont traduits, ils sont relus, maquettés, relus et encore relus. Donc on a fait gros travail dessus. C'est des livres qui ont été, tout ça, toute cette partie de financement a été débloquée lors du précédent financement participatif qui traitait des 2 premiers suppléments, Un millénaire de nuit et Secret des livres, dont on a parlé plus tôt. Donc on a débloqué la traduction et la maquette de ces suppléments qui vont être du coup livrés aux souscripteurs en PDF dès la fin de la campagne. C'est-à-dire dans la Bien. semaine du D'accord. 19 juillet, vous êtes souscripteur du Guide de la nuit et du Secret des Ligues, vous aurez les PDF. Et nous, derrière, on aura les volumes, à peu de choses près, qu'on n'aura plus qu'à commander à notre imprimeur. Donc pourquoi une précommande? Pour bénéficier de ce délai très court entre la fin de la précommande, le 19 juillet, et le lancement à l'impression et la réception des ouvrages. Donc, on vise une livraison des bouquins à l'automne 2021. Donc le côté précommande, c'était on va faire un truc très ramassé, aussi bien en temps qu'en contenu. On a déjà 2 bouquins qui sont très riches, on en a très largement parlé. On voulait pas repartir dans un cycle de et on va débloquer des bonus et des machins et des ceci qui vont recréer de l'attente. Non, on reste sur allonger le temps. quelque chose de très dense et très maîtrisé. Exactement. Voilà. Où là on dit sauf nouveau gros problème extérieur dont on n'aurait pas connaissance, nouvelle impondérable livrée à l'automne arriver. pour les bouquins. Mm. Ça peut arriver, peut-être que ça ne soit pas le cas. C'est ça. C'est vrai que le point important, c'est que finalement, les livres sont déjà traduits, en fait. Et que le financement participatif, il a ce côté où on va pouvoir payer les traducteurs pour qu'ils traduisent les livres, mais quand le livre est déjà traduit, autant ça, c'est pas une Oui. précommande, en fait. Et éviter de rajouter des paliers, effectivement, des petites figurines ou des petits suppléments qui vont allonger le temps avant la livraison. Ça. Très bien. Ok. Et du coup, la précommande, ça va être pour les 2 bouquins en même temps ou on peut choisir seulement un des 2? Comment ça va se passer en termes de paliers, entre guillemets? Alors, les niveaux de souscription, effectivement, permettent d'acheter soit un bouquin, soit 2 bouquins, édition standard ou édition collector. En sachant que si vous achetez les 2 bouquins en édition collector, ils sont au même prix que l'édition standard. Et si vous découvrez la gamme, vous trouvez ça génial parce que vous nous avez écouté parler pendant la vidéo, il sera possible d'acheter l'intégralité de la gamme Vampire. Aussi bien en édition standard qu'en édition collector, et aussi toute l'intégrale des mondes. Ça se passera au moment de la précommande ou ça sera sur le backer kit? Comment ça va marcher? À ce moment-là, dès le Non, début? ça va être lors de la précommande. Dans les options, il y aura un bouquin, 2 bouquins, standard collector, Ou la totale. intégral standard, intégral collector, Je m'avance ou la peut-être, mais totale. est-ce que vous livrerez aussi les PDF de ces livres-là? Du coup? Ouais. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien. La semaine du 19 juillet, une fois qu'on a réceptionné toutes les adresses, on livre tous les PDF de tous les livres papier achetés. Par contre, on ne peut pas, encore une fois, pour des raisons contractuelles, proposer pas qu'uniquement PDF. Désolé. Ah, Ah,
Ah, c'est intéressant ça. Une offre Oui. uniquement PDF, c'est contractuellement impossible. Ouais, D'accord, Ah moi je pensais que ça ouais. c'était un choix des c'était éditeurs, mais c'est bien de le Oui, savoir en fait. oui, oui, carrément. c'était contractuellement compliqué, très compliqué, et donc logistiquement, ça nous obligeait à passer par un coup fin. Donc malheureusement, on a choisi la simplicité. Si vous prenez les livres papier, on peut Mhm. vous délivrer les PDF. Sinon, D'accord. c'est vraiment très très compliqué. Du coup, on peut dire que Vampire Requiem, ça peut être le jeu de l'été, quoi. Puisque Oui, finalement. c'est ça, s'il sort le 19, si on peut avoir au moins les PDF à partir du 19 juillet, ça laisse les vacances d'été pour les plus chanceux qui en ont, la possibilité de C'est ça. pouvoir découvrir Vampire. Et ça, c'est top. Oui, d'ailleurs, Yes. c'est pas une période étrange pour faire une précommande. L'été, c'est pas une période où on se dit généralement en tant qu'éditeur, bon, les gens, ils partent, ils sont Ils sont peut-être en pas devant leur vacances. PC, ils sont en vacances, ils ont peut-être pas de sous. Vous avez pas pensé à la repousser à la rentrée, non? C'est dans vos dans vos Alors, études, c'est on, on- on peut rien dire, mais on a déjà un programme. d'accord, t'es chargé, Enfin, t'es si on posé, peut t'es parler chargé. de deux souscriptions à la rentrée. On a deux souscriptions à la rentrée. Euh, et puis, bon, on va pas faire de la pub pour les concurrents qui sont en même temps que nous, mais on a déjà deux ou trois souscriptions concurrentes sur des thèmes complètement différents, Ouais, qui histoire sont de pas créer un exactement au bouchon, quoi. même créneau ou qui vont se terminer là. Donc, les très grosses machines qui s'annoncent très longtemps à l'avance parce qu'elles décident de faire le buzz Mm. très longtemps à l'avance. Puis il y en a d'autres qui pop une ou deux semaines avant d'arriver sur les écrans. Donc non, on n'a pas très compliqué de se caler. Si, question sur les collectors. Du coup, vous avez parlé des Hmm. collectors, en fait. Ça va être quoi un collector, en fait? Est-ce que ça va changer? C'est juste la couverture? Comment elle va être, cette couverture, un petit peu? On mettra le visuel, bien sûr, à ce moment-là. Les personnages seront plus forts dans les collecteurs. Ouais, Oui, C'est ça. bien sûr. c'est très bien ça. Les collectors, c'est pour les deux livres, en fait, du coup? Les deux livres auront droit à une version collector? Ouais. Tout à fait. Mhm. Il n'y a On pas peut... de contenu Toute la additionnel gamme, à l'intérieur des bouquins. D'accord. Et, non, non, toute la gamme depuis le livre de base est édité en version standard, donc qui reprend la couverture américaine avec les illustrations, les couvertures illustrées. Et le studio Agathe a là pour le coup eu l'autorisation de publier des versions dites collector, ah, qui sont des éditions Requiem, je pense simplement le nom. C'est des c'est, éditions en simili-cuir rouge sang. c'est Donc exclusif à la version française. tous les bouquins existent avec cette. Ça pour le coup c'est exclusif à la version française. Ah, D'accord. Shiny. d'accord. Donc, du coup, c'est le même style de collector que les tout premiers qui ont été faits, Ouais. histoire que la gamme, elle se suit. Ok. Pour avoir une jolie Histoire de faire bibliothèque. joli dans les bibliothèques. C'est Important. On respecte les collections. Très bien, très bien. Je crois qu'on a fait le tour, hein. On Je a crois qu'on a aussi fait le tour. si un tout Oui. petit mot sur l'équipe qui a participé, qui travaille sur ces suppléments, Oui. du coup, histoire de leur mettre un petit coup de Oui, parce qu'on sur la parle pomme. jamais d'eux, on crache surtout sur la date qui arrive jamais, mais Finalement, là, les traducteurs, les maquettistes, on parle jamais d'eux. Vous avez peut-être les c'est noms vrai. sous les yeux, peut-être de tous ceux qui ont travaillé Ouais, moi je sur peux ce... vous dire, à la traduction, on a Florian Cangelosi, donc qui avait déjà traduit la gamme Démon la damnation, qui Mhm. nous a permis d'avoir quelque chose d'harmonieux et puis de poursuivre un peu sur la lancée. Pour la mise en page, c'est Jocelyn Grange qui Ah nous oui. accompagne sur pas mal d'ouvrages et qui a fait un travail remarquable. Mhm. Et surtout, on a des très bons relecteurs qui sont emparés des différents textes. Donc, on a Marion Jourdan, Camille Allaire et Matt Latroy aussi, qui sont occupés des deux ouvrages pour avoir vraiment quelque chose de soigné à la fin. Est-ce qu'il y a eu des traductions, des mots difficiles qui ont été soumis et qui ont fait débat dans leur traduction? Est-ce qu'il y a des mots un petit peu compliqués comme ça à passer en français qui ont nécessité que vous débattiez un petit peu? Je vois Fred qui sourit, c'est pour ça que... Donc, je pense sur d'autres gammes comment ça se passe. Ah. Pas forcément facile, ça, de toute façon. Oui, naturellement, on s'imagine souvent à tort que la traduction, c'est quelque chose d'assez simple à faire dans le sens où
voilà, c'est simplement transposer un texte dans une autre langue. En réalité, il y a vraiment, c'est un exercice particulièrement périlleux qui demande beaucoup de connaissances, de sensibilité et de savoir-faire. Surtout que, comme toujours, quand il y a une traduction de licence, les ayants droit ont un droit de regard et ils vont valider la copie finale. Mhm. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc oui, oui, il y a beaucoup de réflexion là-dessus. Il y a des impératifs déjà qui sont imposés par les ayants droit, mais surtout, le studio Agathe a vraiment à cœur de défendre ils ont un niveau d'exigence et un niveau de qualité de texte, que ce soit au niveau de la traduction, mais aussi du style, Mhm. la dimension littéraire des ouvrages qui est vraiment élevée. Donc, ouais, il faut, pour vous dire, au-delà de dès que les manuscrits sont arrivés, il y a toujours un travail de réécriture et un vrai travail de réflexion sur les termes, les choix éditoriaux et de traduction qui sont faits. Donc c'est une part vraiment importante du travail d'adaptation de ces licences. On ne s'imagine pas, mais la réception du manuscrit et puis retravailler les textes, ça prend facilement 3-4 mois avant d'envoyer au relecteur pour qu'ensuite ils commencent vraiment à dépioter de leur côté, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis comme dit, c'est des on sent aussi que c'est des textes américains à la base. Je Il y a la manière de formuler un propos, de dire les choses, de les expliciter, de de, hem, de Ouais, mettre l'information à disposition du lecteur est complètement différente de ce qu'on peut avoir, par exemple, en France. Et je pense que ça se ressent quand on lit un bouquin traduit comme ça, la manière de présenter les choses et voilà, de structurer un propos, elle est vraiment différente de ce qu'on a en France. ils vont plus à l'essentiel, droit au but? Comment ça se passe? Alors non, pour le coup, ce serait plutôt, Ouais. ces ouvrages peuvent être assez verbeux et voilà, des fois tourner en rond, donc il y a un travail pour nous, sans nécessairement altérer le texte, mais remanier, reformuler pour alléger, affiner tout ça et que ce soit vraiment plus agréable à lire, en étant moins indigeste. Parce que sûrement les gens qui lisent l'anglais, qui sont coutumiers de ces ouvrages, ça peut être des fois très lourd à lire. Et il y a un vrai travail de la part du studio Agathe pour qu'il y ait un plaisir de lecture une fois qu'on Hmm. l'a entre les mains. Et est-ce que c'est un style d'écriture qui est, propre plutôt à notre façon à nous de consommer les textes? Par exemple, peut-être que les Américains, eux, ils aiment bien justement les textes un peu à rallonge avec tout des tournures. Est-ce que nous, consommateurs français, on préfère justement les phrases plus simples qui vont droit au but, plutôt que des romans un peu à Après, nos phrases Euh, sont déjà plus longues de base en français, j'ai oui, l'impression. Donc déjà de base, quand tu traduis, je pense, ça rallonge déjà un petit peu. Oui, oui. À vrai dire, je suis pas en mesure voilà, Hmm. d'esquisser un paradigme sur les habitudes de lecture en Mhm. France. Il y a des théories de la lecture qui existent là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un vrai soin qui est apporté au texte chez Agathe et on a eu beaucoup de retours sur les salons, voilà, que ce soit sur Démon, La Damnation ou déjà les Semi-damnés et puis Le Guide de la nuit dont des extraits ont été envoyés aux souscripteurs. On nous a félicité voilà, sur la manière dont les choses ont été faites, puis le Super. soin apporté à la lisibilité des textes. d'accord. Et est-ce que les ayants droit, quand vous leur envoyez vos traductions, vous savez si vraiment ils les relisent, s'ils ont un traducteur français sur place, entre guillemets, qui parle un petit peu français, qui le relit, ou ils se contentent de regarder un petit peu comment c'est cadré et vous disent bon ok ça va. Vous sentez vraiment qu'ils vous Ça relisent? dépend vraiment de Mm. avec quel éditeur on travaille. Mm. Il y en a qui ont des gens bilingues dans leurs équipes, Mm. qui vont repasser en revue dans la langue qui leur est envoyée. D'accord. Donc bon, dans notre cas, évidemment, le français. D'autres qui vont beaucoup plus survoler Mm. parce que ils n'ont pas la langue et donc ils vont vérifier l'ensemble, le signage. Ils vont faire la démarche, mais sur le chapitre pour voir qu'on n'a pas rajouté des trucs et des machins qui n'avaient rien à faire là. L'exemple caricatural, ce serait on a bourré 2 suppléments en un seul, tu vois. Ah oui. Mmh. Ce serait très dommageable pour l'éditeur américain. Je ne sais pas s'il y a des grigous en France qui se sont risqués à faire des choses comme ça, mais
il y a à minima cette vérification-là qui est faite pour être sûr qu'on n'est pas en train d'escroquer l'éditeur américain. Donc nous, désolé pour les acheteurs français, dans le guide de la nuit, il n'y a que le guide de la nuit. Et dans semi-d'année, il n'y a que semi-d'année. On n'a pas mis les 5 handbooks. C'est l'essentiel quand même. Hein. Ok. Il y aura déjà suffisamment à faire. Clairement. Je pense qu'on a fait le tour là. Hein. Ouais. Bah, merci à vous en tout cas. Voilà, et puis si les gens veulent plus d'informations, qu'ils n'hésitent pas à aller sur le Discord du studio Agathe, hein, qui est quand même vachement alimenté actif, tous les jours hein, sur tous les différents jeux. Voilà, moi je vous remercie vraiment beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Et puis Merci à vous. on vous dit à bientôt. Oui, n'hésitez pas. Hein. Avec grand plaisir. À Bonne très vite. soirée, à bientôt. Soirée. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.